Bonsoir et bienvenue à votre grand rendez-vous Majuscule Propos. Aujourd'hui, on va discuter à propos du génocide, idéologie et négationnisme. Je serai avec vous, donc sur plateau, j'aurai à vous présenter Alain Gauthier, président du parti, du collectif des partis civils. Merci beaucoup Alain. Et aussi, on est avec Égide Ngouranga, qui est ancien président assur intérim de Ivuka. Bonsoir. Bonsoir. On sera aussi avec Jessica Mwiza, doctorante en sociologie à la City University à New York et militante de la mémoire. Pour commencer, je propose d'écouter tout d'abord le ministre Bizimana Jean Damascène pendant le discours de la conférence internationale et on va revenir avec nos invités. En peu de mots, l'origine profonde du génocide des Tutsis se trouve dans la colonisation belge qui a détruit l'identité existentielle du Rwandais. Après, la Belgique a idéologisé des partis politiques rwandais, tels Parti Hutu et Aprosoma, qui ont poursuivi l'œuvre ravageur de la colonisation. C'est finalement l'élite rwandaise, au niveau politique, universitaire, militaire, religieuse, société civile et autres, formée dans ce système discriminatoire belge qui a pensé intellectuellement le génocide. Nous estimons que cette conférence permettra particulièrement aux jeunes de comprendre le modus operandi de ce génocide qui a été un crime soigneusement conçu, élaboré et commis au nom d'une idée, d'une idéologie ethniciste et politique. Le moment de cette conférence est important car nous voyons la résurgence dans notre région des mêmes idées, des mêmes idéologies et des mêmes complicités comme celles qui ont eu libre cours au Rwanda entre 1990 et 1994. Ces événements se manifestent par la falsification des faits, le détournement des responsabilités, la criminalisation des victimes et la sanctification des bourreaux. Pire encore, nous observons le négationnisme grandir en Europe, notamment en Belgique, où il se déroule impunément. En France, ce crime est réprimé sur instruction du parquet, comme on l'a vu en décembre 2024 avec la condamnation de Charles Onana pour le négationnisme du génocide des Tutsis. Une première en dehors du territoire rwandais, nous nous en félicitons profondément. De nos jours, nous observons l'apparition d'actes acceptés par des États visant le sabotage des commémorations du génocide commis contre les Tutsis. C'est le cas en Belgique, où des villes comme Bruges et Liège, qui est la plus grande ville francophone belge, interdisent les commémorations publiques du génocide des Tutsis. C'est un scandale, d'autant plus que la Belgique, quand elle diabolise le Rwanda, sous prétexte d'un conflit strictement interne qui se déroule sur le territoire congolais. C'était le ministre Jean Damascène Bizimana. Nous sommes à la veille de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce soir, dans Majuscule Propos, nous allons discuter autour de génocide, idéologie et négationnisme. Donc, la vigilance face à la falsification de l'histoire. 31 ans après, pourquoi il y a toujours du négationnisme? Aujourd'hui, on va parler d'abord, c'est quoi le génocide et puis l'idéologie du génocide. Et aussi, on va parler des dangers irrelatifs et l'appel d'urgence pour lutter contre le négationnisme. On va tout d'abord définir dans nos propres termes, c'est quoi le génocide? Merci beaucoup, Amandine. En fait, le génocide, c'est un plan d'extermination d'un groupe de personnes, de peuples, ayant en commun soit l'ethnie, soit la religion, soit l'origine, donc là où ils habitent. Donc c'est une planification de les exterminer.
D'accord? Oui. En général, peut-être je vais essayer d'expliquer le deuxième point sur lequel on va revenir. Pour qu'il y ait un génocide, il y a toujours une idéologie. Il y a une idéologie. Oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, le génocide ne peut pas être commis sans qu'il y ait la participation d'un État, d'un gouvernement. Ça ne peut pas se faire. Alors, il y a d'abord la planification et la participation active d'un État. Et souvent, l'État ou le gouvernement est soutenu par d'autres pays étrangers, en général ce qu'on appelle les superpuissances, parce que cette idéologie, justement, elle est toujours partagée pour que le génocide ait lieu. Merci beaucoup, ça c'est très important parce que maintenant, normalement 30 ans, c'est une nouvelle génération, donc du coup, c'est très important de toujours rappeler, on continue à éduquer comme le ministre l'a indiqué ce matin à la conférence. Et vous, Monsieur Gauthier, c'est quoi le génocide ? Ouais, écoutez, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que Gide vient de dire concernant la définition même du génocide. C'est une définition qui est reconnue officiellement par les Nations Unies depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que le négationnisme, je crois qu'il faut bien se mettre ça dans la tête, naît du verbe naître, en même temps que le génocide. Ceux qui planifient le génocide, ceux qui le commettent, en même temps le nient. Et bon, moi je ne suis spécialiste de rien du tout, mais toute notre expérience repose sur le vécu des procès qui ont déjà été organisés en France depuis 11 ans. Et c'est là qu'on se rend compte combien le négationnisme est important. C'est une sorte de poison qui irradie complètement la pensée. Et je pense que c'est quelque chose qui est excessivement difficile à déraciner. Mais ça, bon, on va en reparler. Moi, je m'appuierai essentiellement dans cette rencontre sur notre expérience au moment des procès. Parce que ça fait 11 ans qu'on vit en France des procès pour génocide. La plupart, c'est le collectif des parties civiles qui les a initiés. D'autres associations, d'autres individus se sont agrégés. Mais voilà, c'est au cœur de ces procès surtout qu'on sent vivre le négationnisme. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important puisque là, Alain nous parle dans l'optique de son expérience en France. Quand on explique le génocide, ce qui le prépare, ça veut dire que eux aussi, ils planifient à l'avance, avant de le commettre, le négationnisme. Pourriez-vous nous parler de formes de négationnisme, puisque vous êtes dans IWUCA, vous avez un parcours. Merci Amandine. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez des 10 étapes qu'a défini professeur Gregory Stanton. On a tendance à se dire que le déni, en fait, c'est la dernière étape. Alors que, en fait, ça commence au moment où on commence déjà à planifier le génocide. Je peux vous citer quelques exemples parce que moi, j'ai vécu la préparation. Ils vont essayer d'attaquer le groupe qu'ils veulent exterminer et tout ce qu'ils font, ils leur attribuent ces actions. Oui. Par exemple, moi je me souviens quand on essayait d'attaquer le groupe des Tutsis et directement après, ils disaient que ce sont les Inyenzi. Les Inyenzi, je vous rappelle que c'était le nom qui était donné aux Tutsis en fait, et surtout ceux qui combattaient pour la liberté, pour leurs droits. Alors, ils disaient que ce sont les Inyenzi qui ont attaqué le pays, alors que ce sont eux qui ont organisé les massacres ici, là. À Bouguessera, il y a eu dans
dans l'ouest du pays, à Kivirira. Et chaque fois, il disait que ce sont les Inyenzi qui ont attaqué ces villages et qui ont tué les gens. C'est ce qu'on appelle l'accusation en miroir. Exactement, exactement. Ça, c'est le déni déjà, et ça continue même actuellement. Et c'est quelque chose, c'est un processus qui planifie en avance. Et combattre le négationnisme, en fait, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. On le fait actuellement, et le gouvernement met beaucoup d'efforts à le faire, à combattre le négationnisme. Et je vous l'assure que même nos enfants, nos arrière-enfants, ils vont continuer à faire ça. Mais il faut toujours le faire. Ouais. Monsieur Alain, Égide nous a expliqué que le génocide, il y a toujours la participation active. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait dire en quoi la compréhension de l'idéologie alors du génocide est-elle essentielle pour construire une société résiliente et unie? Attendez, excusez-moi, j'ai pas... Comment est-ce que donc la compréhension de cette idéologie est importante pour construire une société? Oui, c'est excessivement important. Moi, au sein de notre association, par exemple, en France, bon, notre activité principale, c'est la poursuite des personnes qui sont suspectées d'avoir participé au génocide. On fait tous nos efforts pour les traîner devant la justice. Mais on a un second volet qui est très, très important, c'est le domaine de l'éducation. Vous voyez, par exemple, pendant ces 2 derniers mois, nous sommes intervenus déjà dans plusieurs lycées en France, un peu partout en France, parce qu'on estime qu'il est capital d'informer déjà, parce que souvent nos jeunes ne savent pas, alors surtout quand ils sont à l'extérieur du Rwanda, évidemment, la plupart de ces jeunes qu'on rencontre, mais tous ces jeunes qu'on rencontre, n'étaient pas nés pendant le génocide. Donc il y a un gros travail d'information à faire et un travail d'éducation. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est capital, parce que ces jeunes auxquels on s'adresse, ce sont les responsables de demain dans nos sociétés. Et c'est une façon aussi, en travaillant dans ce domaine-là, c'est une façon de lutter contre le négationnisme qui a des formes multiples. En France, celle qui s'est révélée la plus importante, c'est cette notion de double génocide. Oui, il y a eu un génocide des Tutsis, mais, et c'est le mais qui est important, parce que quand on dit il y a eu un génocide des Tutsis, mais, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça veut dire, oui, mais il y a eu aussi un génocide des Hutus. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire sortir des cerveaux, surtout quand cette idéologie-là, cette théorie a été initiée et transportée par des grands responsables politiques de chez nous. Alors là, vous allez nous permettre de bien comprendre, parce qu'à l'étranger, il y a ceux qui le font consciemment et d'autres qui ne le font pas consciemment. Quand vous parlez d'éducation, est-ce que c'est en France, c'est la diaspora, ou bien vous, c'est quelle audience? C'est quel type de personnes, ou bien, quand vous parlez en termes d'éducation, vous éduquez qui? Alors nous, on intervient tout le temps à la demande d'équipes, d'équipes d'enseignants qui, à travers leurs cours, ont déjà travaillé sur la notion du génocide des Tutsis. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, dans les classes de terminale, les professeurs ont la possibilité, et un certain nombre le font, d'étudier, de travailler, de passer plusieurs heures sur le génocide des Tutsis. Et ensuite, ils nous demandent d'intervenir pour faire part de notre expérience. Alors nous, bien sûr, notre expérience, c'est l'expérience de la justice, mais on intervient comme ça dans des collèges, en général la dernière classe du collège, beaucoup en terminale dans les lycées et également dans les universités, parce que je rappelle, il y a une information à donner et une éducation à construire. Oui, alors de votre côté, en parlant d'éducation, est-ce qu'il y a toujours des défis? C'est quoi le chemin d'éducation? Parce que maintenant, 30 ans après, 31 ans, c'est transféré. La connaissance, c'est une autre génération. Quels sont les défis aujourd'hui? Merci. Je peux vous dire que, en fait, l'idéologie génocidaire, c'est comme un virus. C'est comme un virus. Et je rappelle quelque chose de très important aussi. Le génocide, en fait,
j'ai dit que ça se prépare, d'accord? Et les gens qui préparent le génocide, en général, ce sont des gens qui sont outillés mentalement, physiquement, psychologiquement, intellectuellement. Le génocide est préparé par des professeurs d'université, des gens haut placés de l'État, d'accord? Alors, pour éradiquer cette idéologie, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande l'éducation, comme Alain vient de le dire. Alors, les défis qu'on rencontre, en fait, c'est la résistance. C'est la résistance surtout chez les gens les plus, je dirais les plus âgés, qui ont vraiment assimilé, qui sont donnés pour l'idéologie génocidaire. Alors, quelquefois, ces gens-là qui résistent, ils transmettent cette idéologie à leurs enfants. Il y a pas longtemps, je pense il y a 2-3 semaines, au Parlement, il y a eu une journée où on a eu une discussion sur la question du génocide et l'idéologie du génocide. Les parlementaires qui ont fait des descentes sur le terrain, ils nous ont raconté quelque chose d'effroyant, en disant il y a des enfants de l'école primaire, 12, 13 ans, 14 ans, qui demandent la main de leurs camarades et qui disent ils peuvent reconnaître un Tutsi juste en regardant dans la main ou un Hutu. Wow. Un enfant de 12-13 ans, ils savent ça de qui? D'accord? Ouais, Ça veut dire que ces idées viennent de leurs parents. de leurs parents. Ça, c'est pas à discuter. Autre chose, c'est qu'on nous a dit, il y a même des femmes rwandaises, ici au Rwanda, qui traversaient clandestinement la frontière et atteignaient le Congo pour rencontrer les membres du FDLR pour se faire engrosser et à la fin mettre au monde des enfants qui vont continuer leurs actions. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je disais, l'idéologie génocidaire, c'est comme un virus. C'est un virus. Donc, ça prend du temps pour l'éradiquer, ça prend du temps pour éduquer les gens, ça prend du temps pour expliquer aux gens la bonne politique. Quand vous parlez de prendre du temps, on est 31e année. C'est quel temps qu'on va prendre? Le temps. Et aussi, si vous permettez, quand vous parlez de ces enfants à l'école, de tout ce qu'ils font, là maintenant on peut se demander, est-ce qu'il est très urgent d'éduquer les enfants ou bien de rééduquer les parents? Parce que ça, on va les éduquer, ils vont rentrer à la maison. Y a-t-il un programme, y a-t-il une stratégie d'éduquer en même temps une société? Oui, je pense que tu as raison. Il faut le faire en même temps. Il faut continuer à éduquer les parents, mais il faut avoir un programme spécial pour les enfants. Ouais. Je pense que c'est très important, surtout se concentrer sur l'éducation des enfants, parce que les enfants sont le futur du pays. Essayez de décourager les parents, et puis quelquefois il faut appliquer la loi aussi. Ouais. Moi je trouve. Ouais. Ça doit être en même temps. En même temps, et on part de l'exemple de Égide pour parler de ses expériences, de ses enfants, et vous de votre côté, on parle de la justice. Quand il y a une forme de négationnisme, parce qu'ici on est en train de parler de la vigilance face à la falsification de l'histoire. Prenons l'exemple de la Belgique, comme le ministre l'a dit, l'exemple de prendre un prétexte pour ne pas commémorer avec le Rwanda, alors que depuis 2003, ça a été, les Nations Unies ont officiellement déclaré que c'est une journée de réflexion. De votre côté, comment est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y aurait
besoin de punir. Comment est-ce que vous approchez ça, ce genre de négationnisme qui n'est même pas falsifié, qui est vraiment mis à nu en Belgique? Alors, moi, je vois deux choses différentes. En ce moment, en Europe, on évoque la Belgique, mais en France, c'est la même situation. Vous avez su, par exemple, que un concert était prévu dans une grande salle parisienne, organisée par des chanteurs congolais, le 7 avril. Donc, on a fait des tribunes, on a signé des pétitions pour faire en sorte que ce concert n'ait pas lieu ce jour-là. Alors l'objectif, bien sûr, c'était pour aider les enfants du Kivu, pour financer l'UNICEF, par exemple. Mais vous voyez que bon, l'UNICEF, finalement, quand ils ont réalisé que c'était le 7 avril et que c'était le jour de la mémoire, ils se sont retirés. Mais vous voyez, ça, c'est des choses qui, en Europe, en ce moment, c'est très prégnant. C'est un combat qu'il faut absolument mener. Maintenant, moi, je vois tout le problème des procès. Vous savez, en France, on a déjà fait, je crois, il y a eu 8 ou 9 génocidaires qui ont été condamnés. Alors, je dis génocidaires parce qu'ils ont été condamnés. Oui. Eh bien, à chaque procès, on est confronté à ce négationnisme. Les avocats des accusés, comme les accusés eux-mêmes, alors, ne nient pas forcément qu'il y a eu génocide, mais leurs clients sont tous innocents. Dans tous les procès qui ont eu lieu, depuis le procès de Simbi Kangwa jusqu'à celui de Munyemana, qui va être jugé en appel là, au mois de septembre, de Dr Guamuchio, on parle d'élites qui ont participé au génocide, ça en est aussi dans la société civile, des médecins, des prêtres. Eh bien, à chaque procès, on est confronté à cette négation. Aucun accusé n'a plaidé coupable pour aucun des faits. C'est de la négation. C'est de la négation. Même jusqu'au procès, on regardait l'arrogance, genre il n'y a rien de repentir. C'est toujours, par exemple, Guamuchio, ou bien d'autres exemples, les commentaires, même jusqu'à la fin, il n'y a pas d'esprit de repentance. Oui, non, mais le procès de Guamuchio, vous avez suivi un petit peu. Pour nous, ça a été le plus tendu. D'abord parce que Guamuchio, c'est un leader. Quand on voit comment il s'est comporté à la fin de son procès, quand il a été condamné, il s'est retourné vers son comité de soutien, parce que lui, il avait un comité de soutien. Il y a des génocidaires qui sont là et qui n'ont personne pour les soutenir, même pas de la famille. Mais Guamuchio, c'est comme un chef de mafia. Il s'est retourné et puis il a dit « courage, le combat continue, etc. » Dans la salle, il y a eu des réactions. Moi, j'ai été agressé par ces gens qui le soutiennent. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses contre lesquelles il faut lutter. Et les procès nous enseignent que ce négationnisme n'est pas mort. Voilà. Ouais. Et il y a eu le procès Onana. Monsieur le ministre a parlé du procès Onana. Ça, pour nous, ça a été quelque chose qui a été essentiel aussi au mois d'octobre dernier. Pendant le procès Guamuchio, on a eu en même temps le procès de Charles Onana. Alors moi, pendant que j'étais au procès Guamuchio, Dafrosa était au procès Onana. C'est elle qui l'a suivi, c'est elle qui pourrait en parler beaucoup plus que moi. Mais il a été condamné pour contestation du génocide, et ça, c'est une étape importante. Si on peut revenir sur la réaction de Guamuchio, puisque vous avez dit à la base, puisqu'on est en train de parler, c'est une autre nouvelle génération, parce qu'il y a tendance toujours. Génocide, la guerre, on ne peut rien comparer. On ne peut pas comparer donc génocide et guerre. Là, on comprend que génocide, on comprend c'est une extermination. C'est quelque chose qu'on prépare. Alors, c'est l'idéologie. L'idéologie, vous avez donné l'exemple de voir comment c'est quelque chose comme un virus. Alors, on parle d'une stratégie d'éduquer les enfants. Maintenant, on est au niveau de ces leaders. Vous avez dit, vous étiez là pour la préparation et tout. Moi, je parle d'aujourd'hui, les dangers auxquels court donc cette négation. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qui est planifié? La communauté internationale, qu'est-ce qui va suivre après? Si 31 ans après, il y a toujours la négation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Je pense qu'Alain va nous aider puisque vous...
Ben, c'est-à-dire que nous, c'est aussi, oui, 31 ans, c'est à la fois assez court et c'est long. Nous, dans le domaine judiciaire, c'est beaucoup trop long. La France a mis 20 ans pour commencer les premiers procès. Mais par exemple, on a un autre combat qu'on mène actuellement. Bon, on a déposé une plainte aussi contre la banque BNP Paribas pour avoir financé l'achat d'armes au mois de mai, en plein génocide, alors qu'il y avait un embargo sur les armes. Et puis, plus récemment, on a entrepris un recours auprès du tribunal administratif. La France, bon, vous savez qu'il y a eu le rapport Duclerc qui reconnaissait des responsabilités accablantes de l'État français de 1994 dans le génocide. Mais nous n'étions pas satisfaits par cette conclusion. Voyez, nous, ce qui nous intéresse, ce que l'on souhaite, c'est que officiellement, on reconnaisse la complicité de l'État français dans ce génocide. Ouais. C'est la raison pour laquelle on s'est retourné vers le tribunal administratif. C'est une autre procédure qui n'a rien à voir avec le pénal, hein, et actuellement, on est en plein dedans. Le tribunal administratif a rejeté notre demande et on a maintenant une étape supplémentaire. On va se retourner vers le Conseil d'État parce qu'on veut absolument que soient reconnues pas simplement des responsabilités accablantes, mais une véritable complicité de l'État français. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours soutenu dans cette démarche parce que nous, on nous avait mis en garde avant de commencer, on nous avait dit, oui, mais attention, les relations entre la France et le Rwanda se sont améliorées, maintenant il y a de bonnes relations. Mais je dis, ça n'a rien à voir. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on va travailler pour faire reconnaître la complicité de l'État français que ça devrait nuire aux relations entre la France et le Rwanda. Nous sommes des binationaux, nous sommes rwandais et français. Ce qui nous intéresse, c'est la justice. Vous voyez ? Et ça, c'est un combat qui va durer plusieurs années, probablement. Peut-être que ça ne s'arrêtera pas au Conseil d'État, peut-être faudra aller à la Cour européenne des droits de l'homme, je ne sais pas. Mais vous voyez, toutes ces démarches-là sont des façons de lutter contre le négationnisme et de travailler à la mémoire. Hein, parce que la justice, à chaque procès, par exemple, à chaque procès, on écrit l'histoire du génocide dans chaque région du Rwanda. Vous voyez, quand on a jugé Biguma, Philippe Hategekimana, le gendarme de Nyanza, eh bien, on a écrit l'histoire du génocide à Nyanza. Quand on juge Rwamucho, on écrit l'histoire du génocide à Butare et dans toute la région, Gisagara, etc., Gishamvu, vous voyez. Donc ça, pour nous, si on passe autant de temps, si on consacre notre existence à ce combat, ça fait 30 ans qu'on le mène, c'est bien parce qu'on a la certitude et la conviction que c'est en luttant de cette façon-là qu'on va lutter également contre le négationnisme et préserver la mémoire. Mémoire et justice, pour nous, c'est tout à fait complémentaire. Ouais. Merci. Alors, on prend une pause pour réfléchir sur ce qui a été réalisé par le rapport Duclerc et tout. De votre côté, quels sont les accomplissements? Puisque, par ailleurs, il y a beaucoup de choses. Il y a un pas franchi depuis Ibuka, devoir de mémoire, préservation de la mémoire et tout. Quelle est votre fierté après tout le travail qui a été fait de votre côté, aussi du côté du collectif? Comment est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été fait Merci beaucoup. En fait, le combat que mène Alain Dafroze en France, hein, le combat est presque le même qu'ici. Hein. Donc, Ibuka, et les membres d'Ibuka pendant plusieurs années, la première mission, c'était essayer de faire la plaidoirie pour les rescapés du génocide, et surtout dans des angles différents. Premièrement, il fallait qu'ils vivent, d'accord ? Il fallait qu'ils vivent, et j'en profite pour remercier l'État rwandais pour le soutien, surtout envers les rescapés du génocide, pour les maisons construites, l'éducation, la santé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant ces années. Et de l'autre côté, si je rejoins mon collègue Alain Gauthier, surtout pour la mémoire, il y a eu beaucoup de procès. Hein. Il y a eu beaucoup de procès. L'intervention
des rescapés du génocide, surtout quand ils donnaient des témoignages pendant les procès, justement, qui étaient utilisés pour la condamnation des bourreaux. Ça a aidé beaucoup la justice rwandaise. Et nous, ce qui était très important, surtout justement avoir cette justice. Jusque-là, j'ai dit que le combat continue parce qu'il y a encore des bourreaux qui se cachent toujours pendant 30 ans, 31 ans, et ils vont continuer à le faire. Il y a pas longtemps, on a trouvé des gens qui se cachaient toujours, qui étaient cherchés par les tribunaux Gacaca. Et donc ça continue. Et ce qui est bien, c'est que le génocide, ceux qui ont commis le génocide croient que c'est fini, mais la loi donne le temps, donc ça ne vieillit pas, Oui. si j'ose dire. On entre dans la deuxième phase de notre émission. Je vais demander à la régie si ils ont parvenu à parler à Misa Jessica. Bonsoir. On attend toujours qu'elle nous rejoigne. Alors là, maintenant, il est question d'urgence. Avant qu'on parle d'urgence, on comprend que l'idéologie, c'est comme un virus. Et vous avez proposé le fait de toujours éduquer. Et maintenant, la question de savoir, on éduque qui? Ça veut dire les enfants, les parents, tout le monde. Si on prend du côté des médias, la désinformation, comment est-ce que vous pensez qu'on peut lutter? C'est le combat que vous venez de mener depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme, désinformation. Alors, quel est votre point de vue sur la désinformation? Alors moi, je dois regretter qu'en Europe, en France en particulier, la plupart des procès qui se déroulent et qui durent des semaines et des semaines. L'an dernier, par exemple, on a passé pratiquement 3 mois aux assises de Paris pour les 2 procès, le procès Rwamutio et le procès en appel de Philippe Ategue-Kimana. Eh bien, les médias étaient pratiquement totalement absents. À part quelques journalistes, je dirais plutôt qui sont des amis, journalistes de Libération, du Monde, mais tous les grands médias français, en particulier les médias de la télévision ou des radios, n'ont jamais rendu compte du déroulement du procès. Et même au moment des condamnations, puisque chaque procès s'est terminé par des condamnations, eh bien, ça s'est fait dans l'indifférence générale. Et ça aussi, c'est un combat qu'on doit mener par rapport aux médias. Bon, je ne parle pas des réseaux sociaux, qui aussi, alors là, transmettent parfois des informations complètement farfelues. Là, on le voit surtout avec la situation actuellement au Kivu, où tous les pays du monde occidental condamnent le Rwanda pour le soutien au M23, tout ça. C'est incroyable, les nouvelles qui peuvent circuler sur ces réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, c'est les jeunes qui sont très attachés à ces réseaux. Les jeunes ne regardent plus tellement la télévision. Leur source d'information, c'est les réseaux sociaux. Et donc là, il y a tout aussi une éducation à mener dans leur direction pour leur dire attention, tout ce que vous entendez n'est pas forcément la vérité. Il faut travailler, il faut s'habituer à avoir l'esprit critique. Il ne faut pas tout gober, tout ce que vous recevez. Mais ça, ça fait partie de la formation des jeunes et de l'éducation. Oui. Et de votre côté, quel est votre point de vue? En fait, il vient d'expliquer. Actuellement, donc, le monde évolue, vous savez. On remarque que toutes les attaques qui sont menées maintenant, toutes les idées liées au négationnisme, ça passe toujours par les réseaux sociaux. Ouais. D'accord? Alors, si vous voulez combattre ces idéologies, il faut utiliser aussi les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est important. D'accord? Oui, alors, important. oui.
Vas-y. J'allais vous demander, puisque vous rappelez qu'au début, on a parlé de l'élite, Oui. de la préparation du génocide. Ça veut dire qu'ils comprennent bien l'idéologie et déjà ils préparent le négationnisme. Alors maintenant, récemment, on a vu sur les réseaux sociaux dont on est en train de parler, des scientifiques, des académiciens, qui, comme c'est orchestré, qui, je dirais, c'est saisonnier, à telle époque, telle personne apparaît et raconte falsifie une histoire. Alors, par rapport à ces gens qui vraiment sont des académiciens et qui se permettent de falsifier l'histoire, est-ce que aussi vous pouvez me faire un commentaire et dire comment on peut approcher, lutter contre ça? C'est comme une personne comme vous. J'ai dit à Amandine au début, j'ai dit que la préparation du génocide se fait par des gens intellectuels. Je vais vous en citer quelques-uns. Si par exemple, vous trouvez sur les réseaux sociaux actuellement, ou même dans les archives, un professeur comme Philippe Legends, par exemple, il est belge, il a vécu ici, il a fait partie des gens qui ont préparé la constitution rwandaise, donc il connaît le Rwanda. Quand il écrit un article, il le fait passer à travers les réseaux sociaux. Tu vois? Oui. Donc, il transmet ce qu'il croit. D'accord? Alors, pour revenir à ta première question, les jeunes, ils n'ont pas vécu ça. Eux, ce qu'ils font, ils lisent ce qui est sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit, c'est un combat qui continue parce que si tu ne les informes pas, ils vont croire que ce qu'ils lisent concernant l'histoire biaisée est correct. Donc, en quelque sorte, on doit essayer comment je dirais, de les convaincre. Si on ne le fait pas, les autres vont le faire. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça le combat que je disais qu'il faut continuer. D'accord? Oui. Alors là, quel est le rôle, quelle est la responsabilité de tout un chacun alors dans cette lutte? Donc, je dirais comment chaque citoyen peut-il contribuer à préserver la mémoire et à combattre l'idéologie du génocide dans son quotidien? Le rôle de tout le monde, je pense que c'est d'expliquer, de donner la vraie face de l'histoire, ce qui s'est passé. Et maintenant, il y a des livres, il y a ce qui est dans les archives. Il faut engager une sorte de discussion continue avec les jeunes. Il y a des forums où il faut expliquer aux jeunes ce qui s'est passé et leur donner le temps de poser des questions pour pouvoir comprendre. Hier, j'ai donné une sorte de conférence. J'ai rencontré les jeunes et les mamans qui ont fait au Muganda à Garanga. J'ai pris mon temps pour expliquer l'histoire du génocide. Et je leur ai donné le temps pour qu'ils puissent poser des questions. Parce que la plupart des gens, surtout de bas âge, disons 14, 15, 16, 17 ans, ils ne comprennent pas franchement ce qui s'est passé. Alors c'est le temps de leur expliquer en profondeur ce qui s'est passé. Oui. Et leur demander aussi d'être comme des ambassadeurs. Essayer de discuter avec d'autres personnes, d'autres enfants de leur âge, leur expliquer. Et peut-être, ils vont parvenir à convaincre ceux qui ont dévié à cause de l'information qu'ils ont reçue de leurs parents. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une sorte de controverse en fait entre les enfants et leurs parents. J'ai lu une fois sur l'internet qu'il y a des enfants qui ont tenu tête à leurs parents. Ils leur ont dit vous, nos parents, vous nous avez
menti pendant longtemps. Donc, on a lu sur l'Internet quelque chose qui est totalement différent de ce que vous avez dit. Donc, en fait, c'est pour expliquer que les réseaux sociaux, on peut les utiliser pour essayer d'éduquer, continuer à lutter, et continuer le combat. Oui, alors c'est une continuation. Oui, ça va prendre du Monsieur temps. Alain, vous êtes arrivé aujourd'hui. On honore votre présence sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On est à quelques heures. On va commencer les 100 jours de commémoration. Et récemment, le président de la République, Paul Kagame, a fait un commentaire. Il a dit si ces gens qui condamnent le Rwanda, qui insultent, qui osent dire n'importe quoi sur le Rwanda, peuvent seulement accorder une journée, qui est le 7 avril, pour respecter, pour commémorer avec nous, les Rwandais, et prendre le reste de l'année à faire tout ce qu'ils veulent. Partant de ce commentaire, de cette requête, je dirais, vous êtes arrivé aujourd'hui. Quelle est la particularité? Quel message apportez-vous maintenant? Ou bien comment évaluez-vous par rapport aux autres commémorations? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Comment est-ce que vous appréciez le chemin du devoir de mémoire? Oui, alors je crois que cette année, je crois que le Rwanda a décidé il y a quelque temps déjà de commémorer, je dirais, d'une manière un peu plus solennelle, tous les 5 ans, si j'ai bien compris. La 31e commémoration, je crois, sera moins importante peut-être, mais ça ne changerait, enfin je ne sais pas, parce que je n'ai pas trop suivi ici comment ça va se passer. Mais chaque commémoration, oui. Pardon, oui, j'étais en train de parler par rapport à là où vous venez, donc le respect de la commémoration, le respect de ce 7 avril. Aujourd'hui, cette année, dans... Oui, alors, en France, dès demain, bon, nous n'y serons pas, mais demain, à Paris en particulier, mais dans plusieurs endroits en France, où il y a déjà, par exemple, plusieurs des mémoriaux qui ont été installés dans plusieurs municipalités, il y a des célébrations de la commémoration qui vont se faire. Et demain après-midi, alors demain en France, il y a d'abord, je crois, l'ambassadeur qui regroupe les Rwandais et les amis du Rwanda. Et ensuite, il y aura un dépôt de gerbes, ce qu'on appelle à Paris au parc de Choisy, où il y a simplement une petite plaque. Bon, ça fait un peu, pardon, pour moi c'est un peu ridicule, mais bon, le geste se fait. Là, ouais. Et puis ensuite, il y a encore une démarche au cimetière du Père-Lachaise, où là, il y a aussi un petit mémorial qui est installé. Donc, en France, la commémoration se vit. Et elle se vit un peu partout ailleurs. Je sais que ça se fait. Moi, je suis déjà intervenu, par exemple, au Canada, en Allemagne, en Suisse. Oui, c'est ça. Donc, ça se fait un peu partout ailleurs. Donc, c'est important. Le 7 avril est vraiment respecté. C'est la journée internationale du génocide des Tutsis. C'est la raison pour laquelle on s'est tant battu pour que ce concert-là, presque anti-Tutsi, se déroule à Paris demain. Voyez. Donc, les commémorations se font. Malheureusement, moi je vois ici à Reims, alors c'est la ville où on a créé le collectif des partis civils pour le Rwanda, ça fait des années qu'on demande. Alors, si le maire de Reims m'entend, mais je pense que non, il ne sera pas content, mais c'est pas grave. Ça fait des années qu'on demande l'érection d'une stèle à la mémoire du génocide des Tutsis, parce que la ville de Reims nous a donné la médaille de la ville de Reims pour le travail qu'on fait pour ce combat pour la justice. Et quand on demande l'érection d'une stèle, alors 2 fois on m'a répondu, votre demande a bien été prise en considération, mais je n'ai jamais eu de rendez-vous avec personne pour pouvoir en parler. Voyez, donc il y a quand même des réticences encore par rapport à ce génocide. La politique s'en mêle, et je dis, cette année, surtout en ce moment, avec les problèmes du Kivu en particulier, ça braque beaucoup de gens. On en arrive à supprimer des commémorations. En Belgique, à Liège, tout ça, c'est grave, voyez. Donc voilà, le combat ne sera jamais terminé, de toute façon. Voilà. Ne sera jamais terminé. Oui, alors on va parler de l'urgence, l'appel d'urgence. Pourquoi est-il crucial de rester vigilant face au négationnisme, même après 31 ans?
Oui, je l'ai dit, c'est un combat qui continue. Hein. Si je te donne un exemple, par exemple, la Shoah, par exemple, ça fait combien d'années? À peu près 80 ans. Oui. Mais il continue toujours, hein. C'est tout un combat, hein, de génération en génération. Donc j'ai dit, l'idéologie, c'est un virus qui continue. Si tu fais pas attention, ça va te prendre les siens. Ça va te prendre les siens. Donc il faut vraiment continuer et mettre beaucoup d'efforts à continuer à l'éducation et à montrer le bon côté. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, donc, là maintenant, on pourrait dire que quel message donc, pourrait-on adresser à la population pour réaffirmer l'importance de la mémoire, de l'unité et de la responsabilité citoyenne? Parce que là maintenant, vous, de votre côté, vous avez tout fait. Ouais. Eux aussi, pour le collectif, ils ont tout fait. On n'a pas tout fait. Enfin, oh, oui. On continue à faire. Voilà. On travaille, mais bon. On apprécie jusque-là. Partout, Oui. ça continue. Et on peut par ailleurs, on peut revenir sur le fait que vous n'avez pas encore tout fait. Vous pouvez élaborer? Non, ben, je veux dire qu'il y a encore oui. tellement, on l'a dit, Gilles l'a dit, il y a beaucoup de génocidaires qui se cachent encore en France. Ouais. Alors, c'est vrai que depuis qu'il y a eu des procès en France et des condamnations surtout, ces personnes-là sont probablement plus discrètes. À part quelques individus qui sont des chefs dans l'âme, on parlait de Roi Mutio, bon, mais les génocidaires se font plus discrets parce qu'ils sentent bien que un jour ou l'autre, ils ont l'épée de Damoclès sur la tête, voyez. Mais c'est Alors après tous ces efforts, quel message donc adresser à ceux qui nous suivent, genre dans le fait de dire qu'il est de la responsabilité de tout un chacun, qui que tu sois dans l'éducation, que tu sois dans le commerce, dans l'économie, dans la santé, comment est-ce qu'on peut appeler les gens à combattre ensemble et aussi prendre conscience que c'est très urgent? Il y a un point sur lequel je vais revenir, même si tu n'as pas posé la question. Bien sûr, s'il vous plaît. Chaque fois qu'on approche la période de commémoration, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que cette idéologie génocidaire, en fait, ressurgisse aux yeux de tout le monde. En faisant quoi? En attaquant les rescapés du génocide. Surtout au mois de février, mars, début avril, on remarquait ça. Toutes les années. Je peux vous donner, par exemple, je peux vous citer quelques exemples. Il y a pas longtemps, je crois, avant-hier, on a tué une dame du nom de Chantal, de 45 ans, une habitante de Bukesera. Et fort heureusement, j'ai vu une photo du type qui l'a tué, j'ose dire qu'il l'a tué. Là, je cite Chantal, mais auparavant, je pense au mois de décembre, novembre, il y a eu d'autres tueries. À Ouamagana, à Nyaruguru, au district de Karongi, un peu partout au pays. Alors, tu vois, donc, tu donnes ce que tu as comme éducation, message, hein, tu essaies de continuer à combattre contre l'idéologie du génocide, mais il y a ceux qui te voient, qui te regardent, mais qui se moquent de toi, en fait. D'accord? Alors, à un certain moment, c'est plus fort qu'eux, ils ressurgissent. Hein? Il y a ceux qui disent des mots de négationnisme, il y a ceux qui attaquent, il y a ceux qui tuent. Alors, à la fin, moi, ce que je vais dire, il faut que la loi soit appliquée. Il y a la loi qui punit l'idéologie du génocide, même ceux qui vont se mettre à tuer les gens. Donc, moi, je crois que il faut vraiment que la loi soit appliquée.
Ouais, il faut que Oh. la loi soit appliquée. Oui. Monsieur Alain, quand on parle de loi, bien sûr, vous aviez un commentaire? Oui, c'est-à-dire que bon, nous qui vivons à l'extérieur du Rwanda, nous ne sommes pas confrontés aux mêmes défis dont parle Égide. C'est vrai qu'à chaque commémoration, il y a des meurtres, des crimes qui sont commis contre des rescapés. Nous en sommes profondément blessés, hein, mais nous ne vivons pas ici. Moi, si j'avais un message à dire, puisque nous travaillons essentiellement dans le domaine de la justice, vous savez, on ne peut pas s'éparpiller, il y a déjà tellement à faire. Je voudrais dire aux Rwandais, mais pas seulement aux Rwandais, aux gens un petit peu partout dans le monde, mais croyez en la justice. Aidez-nous à mener ce combat pour la justice. C'est un combat qui demande tellement d'énergie que, à la fois l'énergie, mais des moyens financiers, ça demande aussi beaucoup de... Vous voyez. Donc, croyez à la justice. Nous, quand on vient, par exemple, rencontrer des rescapés dont on a besoin pour les procès, on a besoin de leurs témoignages. Il arrive de temps en temps de la part de certains d'entre eux nous dire « Oui, mais moi j'ai pardonné, donc maintenant on va tourner la page. » Et nous on dit non. La justice c'est quelque chose d'essentiel. La justice, le pardon, la réconciliation n'empêche pas la justice. Et si on veut reconstruire le Rwanda sur des bases saines, pour que ces phénomènes ne se reproduisent pas, il faut qu'il y ait la justice. Ça rejoint ce que dit Égide, il faut que la loi soit appliquée. Et surtout, je dirais, alors pour nous, par rapport à ceux qui ont eu l'opportunité, je dirais la chance, j'en sais rien, de quitter le Rwanda parce qu'ils avaient des connaissances en Europe, en France en particulier, et qui, eux, croyaient échapper à cette justice. Donc, il faut garder courage, il faut croire que la justice contribue à la reconstruction du pays. Merci beaucoup. Alors, en parlant de croire à la justice, et il fait appel à tous ceux qui nous suivent, ou bien à la population, aux citoyens, d'aider à la justice. De votre côté, vous avez vraiment fourni un grand effort dans l'éducation. Quel message, encore une fois, avant de vous dire au revoir, de votre côté, en termes d'éducation, en termes d'encadrement, je dirais, surtout au Rwanda et aussi pour la diaspora rwandaise? D'accord. Au Rwanda, je pense que le message que je peux donner, c'est que aux rescapés, d'abord, il faut qu'ils soient forts, surtout dans cette période de commémoration. On a besoin de la force. Il faut qu'ils soient... qu'est-ce que je veux dire? Il faut qu'ils soient courageux, comme je viens de le dire, et se voir en train d'avancer. OK? Parce que les bourreaux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que un rescapé ne puisse avancer. C'est leur rêve. Alors, à tous ceux qui ont encore cette idéologie génocidaire, moi, je peux leur dire qu'ils peuvent laisser tomber. Parce que le temps ne leur appartient pas. Je pense qu'il est temps de changer, de se reconvertir et se donner à la construction du pays. Parce que ce qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas abouti. Ouais. D'accord? Alors, pour ceux qui se cachent toujours, qui ont commis le génocide, moi je leur dirais, le temps presse pour qu'ils demandent pardon. Il y a des gens qui sont prêts à leur donner pardon. Il faut qu'ils saisissent ce temps qui est important pour eux, qu'ils demandent pardon, parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent continuer à empoisonner leurs enfants, parce que c'est du poison qu'ils donnent à leurs enfants quand ils leur disent que les Tutsis sont mauvais, que les Tutsis sont des cancréas, des trucs comme ça. C'est du poison, à mon avis. Il faut qu'ils arrêtent. Oui. Ça ne mène à rien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alain. On vous remercie pour votre temps et
Vous avez parlé de le pardon, c'est quelque chose et la justice, c'est une autre chose. Donc, on vient de comprendre, c'est un message pour ceux qui sont au Rwanda et aussi la diaspora. Vous aussi, vous pouvez dire en 30 secondes un message à cette occasion de 31e commémoration. Je voudrais redire aux rescapés qu'on est solidaires, qu'on les soutient dans leur vie qui est difficile. Hein, il faut qu'ils peuvent compter sur nous avec nos petits moyens pour que on les aide à se reconstruire. Hein, vraiment leur dire on est ensemble, Tuli Kumwe. Merci beaucoup. On est à la fin de Majuscule Propos. Ce soir, on a discuté à propos de génocide, idéologie et négationnisme. On était avec Alain Gauthier, qui est fondateur et président du collectif du Parti civil pour le Rwanda. Et on était aussi avec Égide Uranga, qui est ancien président assure intérim et vice-président de Ibuka. Bonne soirée, merci à vous tous. Et on vous remercie de nous avoir suivis. Vous étiez avec Amandine Tikouma Sabo. À la prochaine.